Bienvenue dans Hebdo Santé sur Médio. Elle reste une grave maladie hémorragique dont le taux de diagnostic est encore faible dans les 4 coins de l'Afrique. Il s'agit de l'hémophilie. Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce qui est fait pour changer la donne? Des experts de la question avec moi sur ce plateau pour en parler, professeur Adjambri Adia Zeb. Bonjour professeur. Bonjour Estache. Alors vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences agrégé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et responsable de l'unité d'hématologie biologique au CHU d'Angré, toujours à Abidjan. Merci pour l'honneur que vous nous faites, professeur. Merci Estache. Également avec nous, M. Kofi Ndri Moïse. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Estache. Alors, vous êtes le président de l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies de la coagulation du sang. Et vous êtes vous-même père de 2 enfants hémophiles. Merci en tout cas de nous faire l'amitié de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler de cette maladie qui est aujourd'hui votre combat. Alors, on va commencer par vous, professeur. Comment peut-on expliquer l'hémophilie de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre? Ok, l'hémophilie, c'est une maladie hémorragique, c'est-à-dire qui fait saigner et qui est grave. Et ça se traduit par une transmission héréditaire, c'est-à-dire à partir des parents, et que l'enfant sera malade, donc une transmission de gènes. Et ces enfants feront des saignements qui seront spontanés et même sans blessure. Et même juste une petite blessure, la personne va saigner longuement. Et donc c'est un saignement anormal et qui alerte les professionnels de la santé et qui doivent orienter cet enfant vers le laboratoire pour pouvoir savoir si c'est l'hémophilie ou bien un autre trouble de la coagulation. Alors quand vous parlez de saignement anormal, ça peut durer combien de temps? Ça peut durer toute une journée, voire 2 jours. Si rien n'est fait, la personne va perdre tout son sang et être anémiée. Et cela va nécessiter, en plus du facteur déficient qu'il faut donner, il faut transfuser la personne de peur de perdre cet enfant. D'accord. Je dirais cet individu, puisque ça concerne également les personnes âgées. Alors, je l'ai dit tantôt, vous êtes père de 2 enfants hémophiles, M. Kofi. C'est ça. Comment vous avez su que c'est de l'hémophilie dont souffraient vos enfants? Ça n'a pas été facile parce que nous n'avons pas vraiment connaissance de cette maladie. Le premier, à 1 mois après sa naissance, nous avions voulu faire, je dirais, sa circoncision. D'accord. Et c'est là qu'il a énormément saigné. La circoncision, on ne l'a pas fait dans un centre hospitalier, c'était dehors. Et lorsqu'il a commencé à saigner, le monsieur n'arrivait pas à maîtriser le saignement. Finalement, nous sommes allés dans une clinique juste à côté. Là non plus, ils n'ont pas pu maîtriser le saignement. Et donc, nous nous sommes rendus au CHU de Yopougon. Là-bas, après une intervention au bloc opératoire, ils ont pu arrêter le saignement. Mais sans toutefois nous dire que l'enfant souffrait de l'hémophilie. Et bon, il y a eu d'autres saignements, mais pas aussi graves que lors de la circoncision. Jusqu'à ce que 2 ans après, nous fassions un autre enfant, garçon, on a évité de faire la circoncision, mais lors des poussées dentaires ou bien des 4 pattes et autres, voilà, il se mettait et il saignait. Et c'est comme ça qu'une fois, il y avait un saignement dans la bouche où vraiment il était difficile de maîtriser. Et nous nous sommes rendus au CHU de Trècheville et il y a un monsieur, un médecin qui nous a dit il semblerait que votre enfant souffre de la maladie des rois. La maladie des rois? C'est ce qu'il nous a dit. Et donc, il nous a conseillé d'aller au service hémato du CHU de Yopougon. C'est ainsi on s'est rendu là-bas
Et puis, bon, ils ont réussi à arrêter le saignement, mais demander à ce que cette fois, on fasse des analyses sanguines pour savoir si c'était l'hémophilie et autres. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait et bon, on a découvert que les 2 enfants souffraient de l'hémophilie. D'accord. Parce que vous-même, vous n'êtes pas hémophile, hein? Parce que vos sœurs a parlé d'hérédité tout à l'heure. Vous n'êtes pas hémophile, non? Non, je ne suis pas hémophile. J'ai mon X qui est bien important. C'est madame qui est, je dirais, bon, dans le jargon des scientifiques et autres, qui est conductrice. D'accord. Voilà, c'est elle qui est malade, j'allais dire, et qui a transmis l'hémophilie aux enfants. Alors, vous avez parlé de maladie de Roy tout à l'heure. Je voudrais vous demander, il y a souvent certaines idées fausses, de la superstition autour de cette maladie. Comment est-ce qu'elle est perçue? Comment est-ce que les gens voient cette maladie? Oui, effectivement, chez nous, surtout en Côte d'Ivoire, c'est immédiatement la sorcellerie. Lorsqu'on n'arrive pas, on ne sait pas de quoi l'enfant souffre, c'est immédiatement le grand-père, la grand-mère qu'on soupçonne. Voilà, c'est elle qui est à la base de ce mal. Et nous avions récemment, il y a le mois passé, un qu'on a eu à consulter au service hémato du CHU de, bon, je dirais Cocody, que les gens ont traité de sorcier et même qui l'ont chassé du village. Et il est venu à Abidjan, il a fait la crise et c'est comme ça qu'il a été conduit au CHU et puis on a découvert que c'était l'hémophilie. Alors, professeur, est-ce qu'une personne qui souffre de l'hémophilie va le transmettre forcément à son enfant? Ok. Oui, une personne qui souffre de l'hémophilie peut transmettre à son enfant. Tout à l'heure, M. Kofi a dit que c'est sa femme qui a transmis l'hémophilie à ses enfants, effectivement, parce que l'anomalie chez ces personnes se trouve au niveau du chromosome X. Et le chromosome X fait partie de notre patrimoine génétique et la femme a 2X. L'homme a un X et un Y. Et donc, quand la femme elle a un X qui est malade, pour qu'on puisse comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on dit, lorsqu'il y a un X qui est malade, l'autre X n'est pas malade. Et donc, du coup, l'autre X produit la protéine. Et donc, il n'y a pas de déficit. Et donc, si cette femme donne son X malade à son garçon, parce que pour qu'il soit garçon, l'homme a donné son Y. Donc, l'enfant vient XY, donc c'est un garçon. Et donc, comme il a hérité le X malade de la mère, cet enfant ne pourra pas produire la protéine, c'est-à-dire le facteur 8 ou bien le facteur 9 s'il y a une anomalie. Et donc, l'enfant sera exposé à des saignements parce qu'il y a un déficit en protéines. Mais par contre, chez la femme, il a dit le thème, elle est conductrice, c'est-à-dire elle est porteuse, mais elle ne fait pas la maladie de façon générale chez ces femmes. Mais toutefois, il y a des femmes qui ont des taux bas, qui peuvent présenter des saignements généralement au cours d'une intervention chirurgicale. Voilà, et souvent on verra que cette femme-là, elle a des ménorrhagies, c'est-à-dire ses règles qui sont abondantes. Il y a des saignements de menstruation qui peuvent faire 5, 6, au-delà de 5 jours, voire 10 jours. Et donc il faut suspecter un problème de la coagulation chez cette femme. D'accord. Voilà un peu en ce qui concerne l'hérédité. Donc il y a une transmission qui est faite généralement par la mère. Mais l'homme peut transmettre également. D'accord. L'homme peut transmettre s'il est déjà hémophile. Et donc, puisqu'il a son chromosome X qui est malade, toutes ses filles seront des conductrices parce qu'il donne son X pour qu'il y ait un deuxième X. Et donc, toutes les filles X qui héritent du père le X malade sont automatiquement conductrices. Et donc, ce sont ces derniers qui auront des enfants garçons hémophiles. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est bien compris. C'est bien compris. Oui, si des questions additionnelles pour pouvoir
Absolument, c'est bien compris. Mais à partir de quel moment il faut s'inquiéter? Vous avez dit lorsque, par exemple, chez M. Kofi, après la circoncision, son enfant a commencé à saigner et le sang ne s'arrêtait pas. Le deuxième enfant, ils ont eu peur de la circoncision parce qu'ils se sont dit qu'il allait encore avoir du sang. Et c'est par la poussée dentaire qu'ils se sont rendus compte que l'enfant faisait des saignements. Alors, qu'est-ce qui doit alerter sur une personne, sur un enfant, pour qu'on pense à l'hémophilie, professeur? Ok, chez l'enfant, après la naissance, chez l'Africain, c'est un peu difficile, mais chez l'Africain qui a la peau claire, ça se voit parce qu'au cours de l'apprentissage de la marche, avec les chutes, on a des signes de saignement. Donc c'est très tôt déjà à l'enfance, hein? Exactement. Donc très tôt à l'enfance, si on n'a pas encore réalisé la circoncision qui va faire saigner, donc chez le petit garçon qui a l'apprentissage de la marche et qui tombe évidemment, et donc va laisser des traces de saignement sous la peau. Et donc ça alerte, ou bien juste une petite blessure, le saignement ne va pas s'arrêter aussitôt. Et donc ça alerte, donc ça c'est au plan clinique, ça doit alerter les parents pour voir un médecin rapidement pour essayer de faire des analyses par des prises de sang pour faire le diagnostic. S'il s'agit bien de l'hémophilie, il y a l'hémophilie, mais également il y a d'autres maladies qui font saigner comme l'hémophilie. D'accord. Et qui existent également. Donc c'est à partir des examens qu'on va déterminer si c'est vraiment l'hémophilie ou pas. Exactement. Et donc les signes que nous allons constater sur l'enfant nous amènent à faire une analyse de sang. D'accord. Et donc est-ce qu'il s'agit de l'hémophilie ou bien une autre maladie de la coagulation, et qui peut être la maladie de Hildebrand ou bien d'autres déficits. Parce qu'il faut savoir de quel déficit la personne souffre afin de pouvoir donner le médicament qu'il faut. Oui, bien sûr. Alors, M. Kofi l'a dit tout à l'heure, il y a des idées reçues. On pense que cette maladie, c'est de la sorcellerie. Alors, est-ce que c'est cette superstition qui entoure la maladie qui rend son diagnostic, comme je l'ai dit en introduction, insuffisant en Afrique? Ok, je dirais en partie, mais pas tout à fait. Ici, nous avons cette pathologie qui est sous-diagnostiquée, d'abord parce qu'elle est méconnue. Elle est méconnue aussi bien par la population que par les professionnels de la santé dans sa prise en charge. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est sous-diagnostiqué parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels, parce que ce sont des pathologies. Une fois c'est vu en formation initiale à la faculté de médecine ou bien à la faculté de pharmacie, quand tu n'as pas vu un patient, et donc on ne parlera plus de cette maladie. Et donc dans nos pratiques quotidiennes, c'est rare de rencontrer ces malades. Et donc généralement, en Afrique, ces malades arrivent à l'hôpital après une circoncision. Ah, d'accord. Après la circoncision qui a fait beaucoup saigner, et donc ça alerte. Parce que quelqu'un peut, comme je l'ai dit, par les saignements sous la peau, souvent on pense que c'est anodin, ce n'est pas important. Mais c'est lorsqu'on réalise une circoncision et que l'enfant n'arrête pas de saigner, et donc automatiquement, on va à l'hôpital. Ouais. Pour l'histoire, la plupart des patients que nous avons reçus, vous allez trouver une mère qui dit je viens à l'hôpital pour mon troisième enfant, garçon, pour faire sa circoncision, de peur de perdre ce dernier parce qu'elle a perdu les deux premiers à la suite d'une circoncision. Et donc c'est là, elle a eu peur, elle vient à l'hôpital. Et c'est en ce moment, le professionnel de la santé va orienter ce patient vers le service de l'hématologie clinique pour des examens plus approfondis. Et c'est là qu'on découvre que la personne a un déficit en facteur 8, dont l'hémophilie A ou bien l'hémophilie B. Et donc, je profite pour dire que l'hémophilie, il y a deux types. Il y a l'hémophilie A et l'hémophilie B, en fonction du déficit en facteur. Et encore un autre exemple qui alerte également, c'est récent, un jeune étudiant qui a présenté comme enseignement, lorsqu'il était en train de manger, il y a une arête de poisson qui a piqué dans sa bouche. Et il a saigné énormément. Imaginez-vous bien pour cette arête qui pique, l'enfant se retrouve aux urgences. Parce qu'il a beaucoup saigné. Dis donc. Et donc c'est arrivé là-bas que le médecin
heureusement, je pense que ça doit être un médecin, c'était à Boaké, un médecin qui est hématologue, et donc c'est sa chance, et a pensé à l'hémophilie. Et ce dernier a été orienté dans le cadre du projet pilote pour étendre, pour augmenter le taux de diagnostic de cette maladie. On a pu diagnostiquer l'hémophilie A chez ce jeune étudiant. D'accord. Et aujourd'hui, Dieu merci, à la faculté de médecine, vous formez de plus en plus donc d'hématologues, c'est ça? Oui, exactement. De plus en plus, nous avons des spécialistes aussi bien à la faculté de médecine et à la faculté de pharmacie. Et d'ailleurs, pour le diagnostic biologique, il y a une spécialisation qui est faite, qui est le DS Bio, pour former les biologistes. Et donc, de plus en plus, ça fait plus de 5 ans que cette spécialité existe. Donc, ça permet d'avoir des professionnels de la santé pour le diagnostic. On parlera peut-être plus tard le diagnostic. Pourquoi c'est pas fréquent? Sinon, il y a des personnes maintenant pour poser ce diagnostic de l'hémophilie. D'accord. Alors, professeur, vous avez parlé d'autres maladies également qui font saigner. J'ai envie de vous demander comment est-ce que l'hémophilie est diagnostiquée? Ok. Et comme on l'a bien abordé, le diagnostic part d'abord de la clinique, c'est-à-dire les signes cliniques qui sont essentiellement liés aux hémorragies. Une fois constatés, on va orienter vers le laboratoire. Et donc au laboratoire, nous avons un dépistage qui est fait sur des tests globaux. Là, je m'adresse aux cliniciens. Donc, nous avons un TCA qui est fait, un temps d'encéphalie inactivé et un taux de prothrombine. Et généralement, chez l'hémophilie, c'est le TCA seul qui est allongé. C'est ce temps seul qui est allongé. Et donc, ça doit alerter à faire le dosage des facteurs de la coagulation. Et c'est le dosage des facteurs de la coagulation qui va permettre de poser le diagnostic de l'hémophilie. Est-ce qu'il s'agit de l'hémophilie A ou bien de l'hémophilie B? Donc l'hémophilie A, le dosage va montrer une baisse du facteur 8. Dans l'hémophilie B, c'est une baisse du facteur 9. Et comme il a dit, dans le traitement, vous allez apporter des produits qui vont venir compenser ces... Exactement. Dans le traitement, on va donner le produit, c'est-à-dire le facteur qui manque. D'accord. Et donc, ces facteurs qui manquent, il y a des procédés pour les avoir. Ça peut être du plasma frais congelé, puisque dans le plasma, on va faire une poule de plasma. On obtient ça généralement au CNTS, une poule de plasma. Donc, le poule de plasma, c'est chez plusieurs donneurs, on va centrifuger, on prendra le plasma qui contient des facteurs, puisqu'ils sont des sujets sains. Et donc, on va administrer à ces patients qui n'ont pas la protéine. Et donc, ça corrige. Il y a des médicaments où on va obtenir des concentrés de facteur 8 ou bien des facteurs 9. Donc, si la personne a un déficit en facteur 8, c'est-à-dire l'hémophilie A, on va lui donner le facteur 8. D'accord. Si c'est l'hémophilie B, on va lui donner le facteur 9, bien évidemment. Alors, on l'a dit aujourd'hui, cette maladie est sous-diagnostiquée. Et vous l'avez dit, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fait? Est-ce que les choses changent, je vais dire, sur le continent? On arrive de plus en plus à diagnostiquer ces malades. Ok, de plus en plus, on réussit à diagnostiquer ces maladies, je dirais, grâce à l'association mondiale de l'hémophilie et l'association locale également qui vraiment fait beaucoup d'efforts pour aider les malades. Et à côté, nous avons les professionnels de la santé également qui jouent leur rôle, aussi bien au plan clinique qu'au plan biologique. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons des professionnels qui sont là. On peut réaliser le diagnostic. À l'époque, M. Kofi ne vous a pas dit, pour poser ce diagnostic, il a fallu expédier le prélèvement sanguin de son enfant en Europe. Waouh! Alors pourtant, on peut réaliser ces dosages ici parce que nous avons déjà ces appareils. Et donc aujourd'hui, c'est possible, hein? C'est possible. C'est possible dans de doser. C'est possible de doser ces facteurs. Ce n'est pas de la magie. On peut le doser. C'est seulement qu'il faut mettre à la disposition de ces structures, aussi bien privées que publiques, ces réactifs. Et donc, comme de plus en plus cette maladie, elle est connue par les campagnes de sensibilisation, il y a des laboratoires qui peuvent réaliser ces dosages. Donc, il suffit d'avoir les réactifs disponibles. Et justement, M. Kofi, vous êtes en pleine campagne en ce moment, campagne de sensibilisation, campagne de diagnostic. Expliquez-nous comment ça se passe et vraiment, qu'est-ce qui vous
je vous dis, qu'est-ce qui vous pousse d'aller vraiment vers la population, à rechercher ces personnes chez qui on a ces problèmes de manque de coagulation, de saignement qui ne s'arrêtent pas? Oui, ce qui nous pousse à aller vers la population, c'est, je dirais déjà, la méconnaissance de cette maladie. La population connaît très mal cette maladie et donc il faut mener des campagnes de sensibilisation pour informer de l'existence de cette maladie. Et quand vous faites des campagnes, vous trouvez des personnes qui sont hémophiles, qui ne le savent pas? Oui, effectivement, nous en trouvons. Malheureusement, nous n'avons pas, j'allais dire, assez de moyens pour couvrir tout le territoire au même moment, mais nous essayons, nous partons de région en région pour faire la sensibilisation. Et nous parlons de maladies sous-diagnostiquées. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, sur 3000 patients que nous attendons, aujourd'hui dans nos registres, nous avions que 200 et quelques, autour de 200 patients. J'ai dit autour d'eux parce que c'est un chiffre qui est dynamique. Que vous avez pu diagnostiquer. Voilà, qui sont déjà diagnostiqués et pris en charge. Et donc, nous voudrions augmenter, j'allais dire, ce taux de patients diagnostiqués à un taux vraiment un peu plus élevé. Parce que en Afrique, le taux au niveau africain, la moyenne est de 9%. En Côte d'Ivoire, actuellement, nous tournons autour de 6%. Le professeur l'a dit, nous sommes dans le cadre d'un projet pilote. Nous avions été soutenus par, je dirais, la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui a aussi fait ce constat qu'en Côte d'Ivoire, le taux est très bas et donc il faut aider pour qu'on puisse relever ce taux-là. Donc, on nous a aidé à obtenir des réactifs pour pouvoir faire ces tests-là gratuitement. Et donc, tout ce que nous recevons actuellement, nous faisons ces tests-là dans le cadre, bien sûr, du projet pilote. On fait ces tests-là gratuitement. Alors, quel est le message aujourd'hui? En 2 mots, quel est le message aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui nous regardent, qui entendent ce message? Qu'est-ce qu'ils doivent faire désormais? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre quand on parle de l'hémophilie? J'ai dit qu'on a souvent perdu des parents, des amis, des connaissances à la suite des saignements. Soit un sujet, j'allais dire normal, qui part s'arracher une dent et qui en meurt. Soit nous avons pris le cas de la circoncision des enfants que nous perdons. Mais c'est pas souvent les sorciers, mais c'est aussi les manifestations de cette maladie qui n'est pas... Ça peut être une maladie. L'hémophilie. Voilà, donc quand vous voyez que le sang ne s'arrête pas, voilà. Il ne faut pas penser que c'est de la sorcellerie, il faut chercher à aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Kofi. Le message est compris. En 2 mots, professeur Adjambri, on va terminer. Qu'est-ce qu'on retient donc au sujet de l'hémophilie? Quel est ce message que vous laissez à la population pour terminer? Ok, monsieur Estache, je peux dire que l'hémophilie, c'est une maladie qu'on peut diagnostiquer en Côte d'Ivoire. Et donc, ne pas hésiter lorsqu'on constate un saignement, comme M. Kofi l'a dit. Actuellement, nous réalisons le diagnostic, je peux dire, gratuitement. Et donc, c'est de profiter de se faire diagnostiquer en cas de saignement anormal, c'est-à-dire prolongé, de ne pas attendre, de se rendre rapidement dans un centre de santé. On peut vous accorder une prise en charge qui... Actuellement, oui. Et ce que je peux dire à la population qui peut être encourageant pour eux pour fréquenter ces centres de santé, c'est que lorsque tu te fais diagnostiquer, la prise en charge médicale est gratuite. Concernant l'hémophilie. Concernant l'hémophilie, wow. Les médicaments sont donnés jusqu'à présent gratuitement. Et le diagnostic jusqu'à présent, c'est fait dans le cadre de projets, c'est gratuit. Et donc, je pense que c'est de considérer l'hémophilie comme une maladie comme toute autre où nous avons besoin de faire un diagnostic. Et donc, il va arriver où il n'y a plus de gratuité de diagnostic
mais il aura toujours cette gratuité de prise de médicaments. Et donc, ne pas hésiter de fréquenter les centres de santé pour payer ses examens lorsqu'on n'est plus dans le cadre de projet, pour savoir son statut, si vous êtes hémophile ou pas, pour pouvoir bénéficier gratuitement la prise en charge thérapeutique. Merci en tout cas, professeur Adjambri, pour ce message, j'allais dire, vital. Chacun de nous donc doit comprendre que le saignement anormal n'est pas forcément de la sorcellerie, mais peut relever donc d'une maladie, notamment l'hémophilie. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là. Professeur Adjambri Adia Ezeb, je rappelle que vous êtes un professeur enseignant-chercheur, maître de conférences agrégé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et responsable de l'unité d'hématologie biologique au CHU d'Angré à Abidjan. Également à vous, monsieur Kofi Ndri Moïse, vous êtes le président de l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies de la coagulation du sang et père de 2 enfants hémophiles. On vous retrouve en avril pour la journée mondiale de l'hémophilie. À très bientôt donc, c'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt toujours sur Média.